Et je passe la parole maintenant à Vital, qui est diplomate et qui va nous parler d'Israël dans le monde, bien sûr, en 2088. Merci, Zvi. Madame la Présidente, Monsieur le Modérateur, permettez-moi de saluer deux anciens amis, connaissances, Rachel, Yoël, mes collègues à la table de la présidence, chers amis. Permettez-moi d'abord de m'excuser, mais à la fin de mon propos, je devrais m'esquiver une réunion au ministère des Affaires étrangères. Alors, permettez-moi de commencer sur une touche humoristique. Ce sont deux amis, un Français et un Allemand, qui se rencontrent en 2045. Tous les deux ont la mine patibulaire, les cheveux complètement ébouriffés. Et alors, le Français, l'Allemand s'adresse à son copain français. Il dit, François, qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, j'ai passé une nuit horrible, un cauchemar. L'Allemagne était à nouveau ravagée par les bombes, tous les édifices les plus impressionnants en ruine, la misère, la famine. Enfin, c'était comme en 1945. Ah bon ? Oui, alors François s'adresse à Hans. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais figure-toi que moi aussi, j'ai eu un cauchemar. J'ai survolé Paris, la ville des Lumières. Elle est toute étincelante, tout était vraiment comme il se doit. Sauf que dans les rues, une marée de gens. Vous la connaissez, celle-là ? Non ? Ok. Ok. Des manifestants avec des banderoles, des pancartes. Et alors ? Mais alors, jusque-là, tout va bien. Et il dit, oui, mais quand même... Ah, alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ces pancartes et ces banderoles ? Et alors, Hans dit à François, je regrette, mais je ne parle pas le chinois. On y reviendra à la Chine. Alors, j'expliquerai par après, si besoin en est. Se plonger en avant dans l'avenir, et là, je rejoins un petit peu l'introduction qu'a faite Gilad Sher, proche, mais surtout lointain, dans la sphère géopolitique, sous-entend une certaine audace. Mais lorsqu'on parle d'Israël et du Proche ou Moyen-Orient, il me semble que cela relève plutôt du suicide. Donc je préférerais suggérer aujourd'hui quelques pistes, plutôt que de vous dresser des scénarios qui pourraient être des scénarios fiction. Alors, tout d'abord, si vous le voulez bien, portons un regard sur les questions d'ordre domestique avant de nous projeter dans l'arène internationale. Et ceci, non seulement parce que d'aucuns ont déjà affirmé qu'Israël n'a pas de politique étrangère et qu'en fait tout résulte de la politique interne menée par son gouvernement, mais parce qu'à mes yeux, la nature du régime politique a et aura une incidence directe sur le rôle qu'Israël sera amené à jouer dans le concert des nations. Alors, j'ouvre une parenthèse pour vous parler brièvement d'un débat qui bat son plein actuellement au sein du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, cette organisation intergouvernementale qui a été instituée le 5 mai 1949, qui rassemble plus de 800 millions de ressortissants de 47 États membres, qui a son siège à Strasbourg et qui garantit la protection des droits de l'homme, du renforcement de la démocratie et de la prééminence du droit en Europe. Alors, ce débat est celui des valeurs. Le problème de l'obédience à un registre de valeurs bien déterminé se pose pour cette organisation dans le cas notamment de la Russie, de la Turquie et aussi de l'Azerbaïdjan.
le dilemme auquel sont confrontés à la fois les fonctionnaires du Conseil de l'Europe, mais aussi les États membres, est celui de savoir en quelle mesure préserver les valeurs initiales de cette organisation, alors que la Russie et la Turquie, qui font partie des gros créanciers, sont déjà en train de bloquer des fonds structurels pour témoigner de leur désapprobation par rapport aux critiques qui leur sont adressées à Strasbourg. Autre enceinte multilatérale où ce genre de débat a lieu, et j'ai pu m'en rendre compte la semaine dernière, en passant une semaine fabuleuse à Rome, au sein du Collège pour officiers supérieurs et ambassadeurs de l'OTAN. Alors là, pour simplifier, disons que nous avons consacré beaucoup de temps à la question suivante. Alors l'OTAN, étant à la base une alliance de défense, mise en place au profit des citoyens de ses pays membres, n'est-elle pas avant toute chose une organisation qui est basée plutôt sur des intérêts censés servir son objectif premier, que je viens de mentionner, que sur des valeurs? Alors il y a eu des opinions diverses et variées qui ont été exprimées par les participants à ce cours au collège. Je ne vous donnerai pas la réponse. Pour nous résumer, même s'il y va de la survie de l'État d'Israël depuis sa création et que, à mon avis, tel sera son destin également dans les décennies à venir, à mon avis, Israël ne peut renoncer aux valeurs énoncées dans la déclaration d'indépendance. Et là, sachez qu'en dépit des efforts des organisateurs, nous n'avons pas eu cette séance de coordination préalable, mais je rejoins pleinement ce qu'a dit Gilad Shaer. Donc Israël, à mon sens, ne peut renoncer aux valeurs énoncées dans la déclaration d'indépendance, car elle forge son identité. Alors, Gilad a parlé de la dimension interne, moi je parlerai de celle externe. Elle forge son identité dans le rapport Jérusalem-Babylone, ou si vous préférez Israël-Diaspora, dans sa relation avec son puissant allié stratégique qui sont les États-Unis, dans le cadre des rapports complexes, bien que complexes, qu'elle entretient avec l'Union européenne, mais aussi au regard d'autres nations du monde. Et si j'ai parlé de survie, et j'y reviendrai en me référant à des facteurs externes en mesure d'y porter atteinte, ou au contraire à la renforcer, je rappellerai que la survie existentielle et physique est tributaire, bien entendu, d'une puissance militaire adéquate, mais que pour garantir cette survie, il faut aussi une puissance économique à mesure des défis, une cohésion sociale, etc. Je ne m'attarderai pas sur ces différents éléments, car ils seront très certainement abordés par mes amis Dan Katarivas à travers l'angle économique et Ariel Kandel sous celui de l'éducation. Un dernier mot quand même sur une de nos valeurs sûres ayant son pesant d'or dans la balance de nos relations internationales. Madame la Présidente, vous avez parlé de Machav, la coopération internationale dans le monde qui remonte aux années 60 et qui s'est maintenue malgré les rebondissements géostratégiques que nous avons connus, même lorsque les relations diplomatiques ont été rompues avec tel ou tel État en Afrique ou en Asie. Permettez-moi de faire ce parallèle qui m'est venu à l'esprit en préparant mon intervention. Pour nous, si vous voulez, ce tikkun olam, c'est de cela qu'il s'agit, à mes yeux, est le parallèle du rayonnement de la culture française dans le monde. Voilà, j'espère que les dirigeants français ne m'en voudront pas. Pour ce qui est de la dimension géopolitique, alors commençons par la région. En ce qui concerne la Turquie, alors, la question que je me pose est de savoir si la tendance
néo-ottomane qu'incarne M. Erdogan continuera à avoir la main haute, ou si des enjeux économiques, comme le gaz par exemple, ou un modèle d'entente structurée entre l'Union européenne et la Turquie, auront raison de cette approche conflictuelle. Il est évident que cette question aura des retombées immédiates sur notre région. Je pense bien entendu à la Syrie, mais aussi à l'Irak, l'Iran, et si vous voulez, la question kurde. Autre acteur important, qui est devenu d'ailleurs notre voisin immédiat, la Russie. Vu de Moscou, il semblerait que la pendule continue son mouvement de balance entre l'attrait européen et l'option eurasienne. Au Proche et Moyen-Orient, la Russie, hormis ses intérêts stratégiques, et elle en a bien entendu, maintient son rôle historique de protectrice des minorités chrétiennes. Mais est-ce que l'Occident, les USA en tête, trouveront un terrain d'entente avec la Russie pour permettre aux uns et aux autres une redistribution des focalisations géostratégiques grâce à une force occidentale de dissuasion de grosse envergure? Si oui, cela permettra à Israël la marge de manœuvre nécessaire dans la région et la confortable position d'interlocutrice privilégiée de la Russie d'une part et d'allié stratégique des États-Unis d'autre part. Si, au contraire, l'Occident et les États-Unis se trouveront dans une trajectoire de confrontation avec la Russie, il est évident que la marge de manœuvre israélienne se verra sensiblement réduite. Autre puissance dont la présence se fait ressentir dans la région, la Chine. Je vous avais promis qu'on allait en reparler. La Chine dont les acquisitions servent à apprivoiser ses besoins en matière première. Évolution à suivre, surtout lorsqu'on passera de l'étape acquisition à l'étape investissement et créancier de dette, comme cela commence à être le cas dans d'autres régions du monde, car on dirait que l'appétit de cet ogre économique ne connaît pas de borne. Et enfin l'Iran. L'Iran qui se sert des tensions régnantes entre chiites et sunnites pour élargir sa sphère d'influence au sein du monde arabe et bien au-delà. Est-ce que l'appât de ce grand marché iranien condamnera les Européens à cette myopie qui les caractérise, ou est-ce que des sanctions économiques renouvelées, liées à une montée en puissance de dissidents du régime des mollahs et d'autres insatisfaits victimes des choix idéologiques des dirigeants iraniens, mèneront à une implosion et à un changement de régime? Là encore, je nous halvaille, voilà, l'avenir nous le dira. Pour conclure, il est tentant de vouloir brosser un tableau, qu'il soit rose de préférence ou sombre, là, non, en analysant des facteurs sur lesquels nous avons une certaine maîtrise. Mais à cette époque de globalisation et d'interdépendance, il faut tenir compte de bon nombre d'éléments, parmi lesquels ceux que j'ai voulu partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Merci.